à bon thème architecture durable et industrie sociale. Aujourd'hui, sur tous les continents, on parle de réchauffement climatique. Alors, quel type aujourd'hui de construction pour notre climat? Quand vous me posez la question comme ça, c'est comme si on dormait dehors, si on ne vivait pas. L'architecture est là. Il y a du bâti dans lequel nous vivons. Maintenant, comment il faut faire pour pouvoir prendre en compte le réchauffement climatique, ça c'est autre chose. Mais sinon, on a, depuis la colonisation, on a eu une architecture qui a été donc aujourd'hui labellisée par la ville de Bassam, qui est reconnue comme une architecture emblématique, mais qu'on doit conserver. Donc une architecture, un patrimoine. Pour revenir au thème, effectivement, ce thème s'inscrit dans les conditions de vie actuelles. Nous devenons nombreux. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, on est parti de, je ne sais pas si c'est 2 millions et quelques habitants. Aujourd'hui, on frôle la trentaine. Ça veut dire que dans plusieurs années, d'ici 50 ans, on sera encore plus nombreux. Si dans 50 ans, on doit être peut-être 50 à 60 millions, comment allons-nous loger tous ceux qui arrivent? Aujourd'hui, la Banque mondiale parle, les Nations Unies parlent de logement abordable. Maintenant, qu'est-ce qui s'inscrit dans le logement abordable? C'est un logement qui doit respecter les conditions environnementales et qui doit tenir compte du social. C'est-à-dire des gens qui ont moins de moyens. Ce sont les Nations Unies qui disent de ne pas laisser quelqu'un de côté. Il faut que tout le monde soit pris en compte. Parce qu'on se rend compte que plus on avance, plus la pauvreté s'installe, surtout dans le milieu urbain, et les gens ne s'en sortent pas. Donc aujourd'hui, il faut repenser, soit au niveau des matériaux, soit au niveau de la technique de construction, soit au niveau de la conception. Le tout réuni, on doit aller donc vers une architecture durable. Comme le disait un architecte hier, l'architecture en elle-même, elle est durable. Parce qu'une œuvre architecture, une fois elle est réalisée, c'est pour plusieurs années et plusieurs décennies. On peut faire 50 ans et des bâtiments qui ont 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Maintenant, comment intégrer la durabilité dans la nouvelle vision qu'on veut faire en tenant compte de certains matériaux? Effectivement, chez nous, nous avons laissé de côté certains matériaux qui apportent un certain confort, qui agressent moins la nature. Et bon, nous sommes arrivés à un stade de non-retour, mais il faut intégrer ces matériaux. Par exemple, on a la matière première qui est la terre. La terre est partout, la bonne terre en plus. Comment il faut la ressusciter, parce que c'est ce que nos parents prenaient pour construire et ils vivaient bien dans leur maison. Est-ce que ça veut dire que vous voulez qu'on revienne à la terre battue, les maisons en terre battue? C'est pour ça que je disais aux gens que de faire très attention, il ne faut pas qu'on joue au complexé. Surtout que la population elle-même n'aime pas ce type de construction. Je pense qu'on peut prendre la terre, pas forcément pour faire du BTC ou bien du géobéton. On peut repenser les choses. Parce qu'avec de la terre, on peut faire même de la peinture. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il n'y a pas que le géobéton et le BTC. Mais je vous dis qu'en Afrique du Sud, le BTC est vraiment prisé. Les logements sont en BTC. Et c'est une réussite. C'est moins cher, apparemment. Je suis encore sceptique là-dessus parce que la mise en œuvre n'est pas populaire. Le papin ordinaire, le petit maçon du quartier, d'un quartier précaire, il vient là, il peut réaliser un logement avec le papin parce qu'il est habitué. Mais le géobéton ou bien le BTC, il faut une certaine dextérité, il faut une certaine connaissance. Mais ce qu'on gagne, c'est le confort thermique. Il fait frais là-dedans et puis ça n'agresse pas la nature. Il n'y a pas de carbone qui se dégage. Tout ça, ce sont les avantages. Maintenant, c'est à nous de voir comment intégrer ça dans une architecture un petit peu que la population peut accepter pour qu'on puisse aller pour construire pour le grand nombre et sans faire recours à beaucoup d'artifices comme la climatisation, les ventilateurs, le ceci, cela. C'est-à-dire une maison dans laquelle on est, on n'a pas besoin d'avoir des éléments additifs. Et puis, il n'y a pas que les bâtiments. Il y a l'électricité. Est-ce qu'on va continuer avec ce type d'électricité qu'on a qui coûte très cher? Hein?
il y a des possibilités qui s'offrent à nous. Il y a l'énergie solaire. Même les grands pays, je dis aujourd'hui, Dubaï, vous allez à Dubaï, ils ont choisi l'énergie solaire parce qu'ils ont du soleil chez eux. Le Sénégal, le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui n'est pas encore chaude. Donc, ce sont des éléments qui vont réduire les charges des ménages qui n'ont pas assez de moyens. Donc, c'est un ensemble. Quand on dit chose, c'est l'architecture durable. L'architecture, ce n'est pas le bâtiment seulement. Il y a l'environnement, l'aménagement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on intègre. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Je pense que le thème de cette année avec les différentes conférences que nous avons eues, qui ont été très instructives, nous ont apporté beaucoup de choses. Maintenant, il faut aller, il faut retourner pour voir comment il faut mettre tout ça en forme. Au niveau de l'ordre, nous, on veut capitaliser cela. On a un comité scientifique dirigé par un professeur d'université, un doyen d'un département. Donc, on va sortir un document écrit au ministre. Voilà, au cours de notre salon, voilà ce qu'on a pu obtenir. On souhaiterait que vous regardiez ces aspects-là pour pouvoir légiférer autour. Pour terminer, voilà. Vous avez parlé d'aménagement des espaces dans nos villes et tout ça. Et on voit malheureusement que dans les capitales africaines, il y a des constructions anarchiques. Il y a le bétonnage de tous les espaces. Alors, à quoi s'expose justement un tel cadre de vie à moyen, à long terme? Mais même à présent même là, quand il pleut à Abidjan, on est surpris qu'il y ait des inondations. Et on a un argument, on dit, bon, même dans les grands pays, mais il faut faire très attention. Nous, Abidjan, c'est une ville un peu spéciale parce que c'est une ville qui est en fin du continent, dont toutes les eaux descendent. Le circuit naturel, les pentes existent. Et comme vous l'avez dit, il y a des endroits qui ne doivent pas être construits, qui ne doivent pas être bétonnés, que les gens bétonnent. On s'en plaint tout le temps, mais il n'y a personne. Le ministère de l'Environnement, est-ce que les gens regardent? C'est pour ça que je dis souvent, on fait des conférences, on a l'impression que c'est pour les intellectuels et puis ça s'arrête là. Sinon, la ville se construit mal. Si on dit l'eau a trois comportements. Quand il pleut, soit l'eau s'infiltre, soit elle stagne, et puis avec le soleil, elle s'évapore, soit elle ruisselle. Et ici, c'est une seule possibilité, elle ruisselle seulement. Mais plus elle ruisselle, plus elle va vers les points non constructibles, qui sont des bassins d'orage, et un volume d'eau important qui vient et qui rentre dans la maison des gens. Donc, on doit revoir tout ça. Pour aller au développement durable, c'est ça que je dis, il ne faut pas que ce soit une utopie. Effectivement, il y a une réalité. On construit mal, on fabrique mal notre ville. Et je pense qu'avec ce genre de conférence, on pourra attirer l'attention des uns et des autres. Et puis, il ne faut pas attendre tout de l'État. Le citoyen lambda, même vous-même, vous avez une arme très forte que vous avez en main, qui est la caméra, qui est le journalisme, tout ça. Vous pouvez sensibiliser des gens. Il faut, ça dit, les journalistes peuvent dire, nous on crée notre ONG, on a fait des constats, on fait beaucoup d'interviews avec les techniciens, on se rend compte que le message ne passe pas. Nous on crée notre ONG spéciale ville, la fabrique de ville, de la ville, dans les choses aux professionnels ou bien tant. Vous défendez, mais vous êtes une arme très puissante. L'administration a peur de vous. Donc l'un dans l'autre, bon, pas forcément vous, mais tout un chacun doit. Et puis il faut dénoncer ce que vous voyez, si ce n'est pas bon, il faut dénoncer. Vous pouvez créer une plateforme, tout le monde. Je pense qu'on va faire ça. Nous, on va créer une plateforme. On dit, bon, allez, vous devez vous plaindre. Et puis, bon, nous, on rencontre aux autorités pour que les choses puissent... Sinon, si on ne fait rien, moi, je dis, hier, j'ai dit, on est en train de jouer. Hein. Singapour, les gars sont venus, ils ont montré. Mais ils ne vous ont pas dit le secret réel. Parce qu'ils étaient au même niveau que nous. Comment ils ont fait pour arriver là? Mais ils ont formé l'homme, l'éducation. La Corée a fait la même chose. La Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est une puissance, c'est un petit pays, mais c'est une puissance. Parce qu'ils ont formé, ils ont mis l'accent sur l'éducation. Moi, le monsieur le Coréen qui nous a entretenu à l'Ivoire, il nous a dit qu'ils ont plus de 300 universités. Et quand lui, il attend que nous, on a 4-5 universités, avec la population qu'on a, lui, il est surpris. Il dit qu'ils ont des amphis. Même dans un amphi, s'il y a 10 étudiants, 5 étudiants, ce n'est pas le problème. Mais pour arriver à 10 étudiants dans un amphi, ils étaient nombreux au départ. Et tous les secteurs sont touchés. Il dit, eux, ils portaient un costume, ils transforment le pétrole en tissu.
Et ils font des costumes, ils portaient le costume. Et c'est local. Et au début, quand ils allaient prendre la matière première, ils venaient, c'est dans leurs usines, ils construisaient. Ils ont des bateaux-usines. Ils ont réfléchi, ils ont des bateaux-usines. Quand ils prennent la matière première, avant d'arriver chez eux, la matière première est transformée. Vous voyez? Donc, il faut qu'on change de manière de faire. Les enfants ont besoin d'être formés. Il faut qu'ils changent. Aujourd'hui, on a des élèves qui ne comprennent rien, qui s'en vont brûler les écoles, qui ne veulent pas aller à l'école. Mais c'est dû au fait que la base pose un problème. Donc il faut qu'on ça dit que, bon, quelqu'un qui a l'habitude de manger, tu vas avoir un vieux bêté au village qui mange le riz tous les jours, et tu lui amènes la pomme de terre, et tu veux que lui, il laisse son riz. Mais mon ami, les habitudes, on ne les change pas. C'est pour cela qu'il faut prendre la base où les enfants n'ont pas encore des habitudes très, très poussées, et pour qu'on puisse arriver à quelque chose de bien. Voilà ce que je peux dire, et je vous remercie, et que nous sommes fiers aujourd'hui, nous les architectes, parce que nous allons atteindre un niveau qui est tel que... On a réussi à réunir tous les présidents des zones, des architectes de l'espace 8 mois. C'est rare ça. Et puis le résultat est là, bon, bien organisé. Et on remercie aussi le gouvernement, le président de la République pour avoir répondu à notre appel. Parce que notre souhait, c'était de construire un parc des expositions. Et ce parc-là, on sait que d'ici 1 an, 2 ans, on aura le 2e, 3e pavillon et qu'on aura un salon encore dans 2 ans plus intéressant avec plus d'exposants. En tout cas, je vous remercie. Merci, Président.